Bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'aurais bien voulu participer à votre congrès à Lyon ce week-end. Malheureusement, la vie fait que je ne sais pas m'y rendre. Je voudrais m'en excuser avant tout. Je voudrais évidemment vous apporter notre salut le plus amical et notre respect par rapport au combat difficile que vous menez actuellement. Alors, j'ai, j'avais envie de parler non pas de la politique politicienne, évidemment, vous non plus, je crois, mais je voulais simplement euh, rappeler quelque chose au moment où tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens semblent nous dire que l'avenir, c'est cette droite populiste, cette droite qui essaye de rejoindre le politiquement correct, qui passe au-dessous des fourches codines de la pensée unique, etc., et qui ne veut parler que de petits problèmes sans parler des grands problèmes. Toute cette droite populiste qui n'a un seul but, sinon arriver au pouvoir, en tous les cas, en vivre, profiter des intérêts financiers, des avantages financiers que leur donne le système. Et pour rien, il n'y a qu'à voir le récent résultat en Italie où Mme Meloni, qui vient pourtant de milieux très, très politiquement incorrects, aujourd'hui n'a plus qu'une ambition, c'est faire des photos en se serrant la main des mondialistes et de mentir à toutes ses revendications, puisqu'aujourd'hui, elle refait l'Italie un des pires serviteurs de l'OTAN. Et alors qu'elle nous disait tout le mal qu'elle pensait de l'immigration, vient d'accepter une partie de passagers de cargo migrants. Au départ, on me dit oui, mais on prend que les femmes, les enfants et les malades, mais je vous fais le pari que tous les mâles qui sont restés sur le bateau, tôt ou tard, débarqueront en Italie. Tout ça est du vent. Ces gens ne sont là que pour servir de, de cocotte minute, c'est-à-dire que le système sent que le ras-le-bol commence de plus en plus dans la population. Alors plutôt que ce ras-le-bol se déroule dans les rues, dans les manifestations et parfois dans des mouvements de révolte réels, mais ils préfèrent que les gens se défoulent, entre guillemets, en votant pour des partis d'opposition qui n'en sont pas vraiment. Et donc, je voudrais simplement insister que non seulement vous avez raison de continuer votre combat en étant loyaux à vos idées, mais en plus, vos idées sont les bonnes, nos idées sont les bonnes. Si on regarde toute l'histoire d'hier et celle d'aujourd'hui, et je crains celle de demain, eh bien nous verrons que nous avons raison. Alors évidemment, ici je vais parler peut-être d'opposition plus spécifiquement que l'on appelle nationale révolutionnaire, dans laquelle moi je me retrouve, mais c'est valable en grande partie pour même les positions nationalistes, mais qui sont simplement honnêtes, correctes et de bonne foi, et qui sont radicales, ceux qui sont les vôtres. Donc, moi, je me souviens, quand j'étais, il n'y a pas tellement longtemps, en fait, j'avais vu une publication sur Facebook. Maintenant, j'en suis banni, malheureusement, pour de bon. Mais j'avais vu une publication qui n'était pas du tout la mienne, de quelqu'un qui avait montré des images du fond d'un océan qui était totalement pollué par du plastique balancé par des grosses multinationales, etc. Et il disait, euh, eh bien, je ne sais pas si ce serait passé dans le monde si la Deuxième Guerre mondiale s'était terminée autrement. Il sous-entend la victoire d'un régime horrible, bien entendu, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et il se dit, donc on ne sait pas le bilan qui aurait été, on ne sait pas comment ça se serait passé dans le monde en cas de victoire du mal, entre guillemets, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais je vois la situation du monde après la victoire du bien et il dit, eh bien, ça pose des questions. Et en effet, ça pose des questions. Et la même chose par rapport aux idées que nous représentons. La bonne question est de savoir, par exemple, si notre vision du nationalisme, si elle avait été suivie même à cette époque-là, et ça n'aurait pas évité des erreurs stratégiques qui ont permis de détruire un pouvoir, un mouvement, une mouvance qui était en pleine ascension et qui était devenu le cauchemar des forces apatrides, des forces financières, des forces mondialistes déjà.
qui voulaient dominer le monde, au point qu'ils ont préféré encore soutenir le stalinisme à cette idéologie-là. Eh bien, je me demande si notre vision aujourd'hui du nationalisme, notre vision qui existait déjà à l'époque et qui n'était pas belliciste et qui ne voulait pas une guerre entre Européens, eh bien, je peux me demander si cette idéologie n'aurait pas déjà empêché les erreurs stratégiques terribles qui ont provoqué la Deuxième Guerre mondiale et surtout la fin de celle-ci, comme on le sait, avec une Europe totalement mise à genoux. À propos de l'Europe, on peut se demander si les valeurs nationalistes et révolutionnaires que nous défendons depuis des années et des années n'auraient pas permis que ni notre camp, ni nos pays, ni l'Europe ne soient à un niveau ethnique, à un niveau éthique, à un niveau sécuritaire, ne soit dans l'état où il est aujourd'hui. On peut aussi objectivement se dire que si on avait écouté euh, nos positions anti-américaines et si l'Europe qui existe aurait refusé d'être les marionnettes des Américains, eh bien, il est à penser vraiment que notre Europe, pas l'Union européenne, pas cette caricature, mais notre Europe serait bien mieux, serait moins impliquée dans des conflits et dans des problèmes économiques et financiers qu'aujourd'hui, alors qu'elle n'est devenue que la marionnette des Américains. De même, on peut se poser, et ça je sais que c'est un sujet peut-être un peu sensible, mais tant pis, à un moment il faut dire les choses comme elles sont. Si dans les années 70, notre camp nationaliste, mais aussi nos pays, avaient soutenu la résistance anti-impérialiste partout dans le monde, résistance anti-impérialiste qui à l'époque était très souvent nationaliste, d'essence, parfois un peu à gauche, mais plus nationaliste que de gauche, eh bien, l'islamisme ne se serait pas développé comme il s'est développé dans tous ces pays-là. Je rappelle d'ailleurs qu'encore aujourd'hui, le parti Baas, à l'époque en Irak et maintenant encore en Syrie, est sans doute une des organisations qui est le plus proche de nos idées sur un plan nationaliste, sur un plan de la justice sociale et sur un plan de, euh, de la laïcité dans le bon sens du terme cette fois-ci, je veux dire en tout cas de ne pas se laisser influencer par l'islamisme, etc. Encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a par exemple au Liban un parti qui s'appelle le Parti social nationaliste syrien et qui, croyez-moi, renseignez-vous sur Internet, ne fût-ce que par leurs symboles et leur comportement, est sans doute un reflet aussi de ce qui existait en Europe il y a de nombreuses années et qui aujourd'hui influence encore ce mouvement-là qui est assez puissant. Et, euh, et là, vous comprendrez qu'ils se battent aussi pour notre concept de la société et quelque part aussi pour la défense de l'Europe, parce que si des pays comme le Liban, la Syrie s'effondraient et tombaient dans les mains des islamistes, eh bien, croyez-moi bien que la voie malheureuse de l'Europe serait encore plus accélérée que ça. Et vous aurez d'ailleurs remarqué que les États-Unis aujourd'hui ne s'attaquent dans le monde arabo-musulman qu'aux pays qui sont des pays laïcs, parce que pour eux, les forces nationalistes laïques sont le pire ennemi. Et jamais ils ne s'attaquent aux pays islamistes, en tout cas pas aux pays islamistes qui sont, euh, comment dirais-je, qui leur sont amis. Les États-Unis n'ont jamais rien fait contre l'Arabie Saoudite, n'ont jamais rien fait contre le Pakistan, etc., etc. Ces pays-là ne sont jamais attaqués ou ennuyés par les États-Unis, qui ont comme seul ennemi que les mouvements nationalistes. Le cas iranien est différent, mais c'est pas le même islamisme que celui des Saoudiens des Pakistanais, etc. Donc voilà, il faut bien se rendre compte de ça. En fait, les États-Unis ne s'attaquent qu'aux pays qui sont un danger sur un plan économique, financier, qui leur font perdre de l'argent, et ils ne s'attaquent qu'aux pays qui se sont prétendus un jour dire que leur pétrole c'était à eux et à personne d'autre et pas aux compagnies anglo-américaines. Ça, c'est leur ennemi. C'est les seuls ennemis des États-Unis. Les États-Unis vous parlent de liberté, de démocratie, d'égalité. Ils n'en ont rien à faire. Leur seul réel problème, c'est leur numéro de leur compte en banque et surtout de leur compte en banque de leur maître de la finance internationale. Si l'Europe avait, comme nous le disons depuis 2014, trouvé une solution au Donbass,
eh bien, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. On ne serait pas au bord vraiment d'un conflit très grave et on ne se retrouverait pas dans le schéma malheureusement traditionnel d'Européens qui se massacrent entre eux pour le plus grand intérêt, évidemment, de la haute finance et des sociétés, par exemple, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, qui est en train de se faire beaucoup, beaucoup d'argent avec les milliards et les milliards de dollars que les Américains et d'autres pays, d'ailleurs, sont en train de déverser pour aider le régime, régime qui est toute l'opposition de nos valeurs, le régime de Kiev et de Zelensky. Alors, ici, j'ai parlé de politique internationale, mais c'est aussi au niveau de la politique intérieure que si on nous avait écoutés, on n'en serait pas là. Un exemple, moi je me souviens, dans les années, fin des années 70, la mouvance à laquelle j'appartenais, eh bien, elle était déjà antinucléaire. Pas comme les clowns bobos écologistes, mais il y avait dans les rues de Bruxelles des graffitis avec une rune nodale où il était mis le nucléaire tue. En Belgique, aujourd'hui, il y a, heureusement, pas que les écolos de gauche, il y a des structures comme Résistance Verte, qui est une mouvance pro-nation, et qui fait de réelles actions écologiques, comme par exemple aller nettoyer euh, toutes les endroits qui sont devenus des, des ramassis d'ordures qui sont déversés par plein de jeunes démocrates, ou même jeunes ou moins jeunes, mais plein de démocrates qui veulent dégager toutes leurs affaires, ou plein de gens qui sont les richesses de demain de notre société, qui, si vous voyez ce que je veux dire, et qui dégagent leurs coffres et leurs poubelles sur des aires publiques. Eh bien, nous, militants de Résistance Verte, ils nettoient ça. Et ça, c'est un vrai acte d'écologie, plutôt que d'emmerder les gens qui ne roulent pas en vélo, etc., etc. Nous n'avons non plus, et nous avons eu raison de le faire, et on le voit dans la situation sociale d'aujourd'hui, nous avons, de notre côté, en tout cas, rompu clairement, enfin rompu clairement, nous n'avons jamais été pro-capitalistes, au contraire, nous avons toujours défendu des positions anti-capitalistes et nous avons toujours été actifs sur un plan social. Ça, c'est important. Et si ça ne donne rien aujourd'hui, ça donnera demain, parce que la situation économique est de pire en pire et être à la droite des mouvements libéraux, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est participer à ce système que nous ne supportons pas, car le capitalisme, c'est, enfin, l'hypercapitalisme, hein, je n'ai rien contre les petits, les moyens patrons, mais la politique favorable aux grosses entreprises, au grand capital international, etc., c'est le produit pur du système que nous combattons et dont nous voulons nous débarrasser. Donc forcément, il faut être logique. Et donc forcément, nous sommes anticapitalistes, nous sommes présents sur un plan social. Et dans les manifestationalistes, nous n'avons aucun problème à créer des slogans anticapitalistes, à avoir des territoires anticapitalistes. Et nous n'avons aucun problème, parfois aussi, j'assume, à aller dans les manifs syndicales, où là, nous y allons en tant que nationalistes, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais ça, c'est pas grave, pour dire le combat social, ce n'est pas qu'une question des gens de gauche, nous sommes aussi près de la population et près du peuple. D'ailleurs, pour l'anecdote, en 2014, les médias belges nous avaient accusés d'avoir infiltré profondément une grande manifestation syndicale qui avait dégénéré en assez grave incident contre les forces de l'ordre. De quel ordre, hein, mais enfin, c'est un autre débat. Et à noter qu'il y a eu quelques arrestations après, il n'y a eu aucun militant nationaliste d'interpellé. Donc il y a deux options, où nous étions innocents, ou bien nos militants, eux, ils savent utiliser les foulards. Euh, nous sommes aussi, et nous devons le rester, quasiment les seuls à soutenir les agriculteurs. Aux Pays-Bas, récemment, il y a eu une énorme affaire de réforme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui consistait à obliger les agriculteurs à prendre des mesures et à très très peu les soutenir financièrement, ce qui provoquait pour eux le début de la fin. Et aux Pays-Bas, ça a provoqué beaucoup de réactions, beaucoup de manifestations, et même assez révoltées et assez agressives, dans le bon sens du terme, puisque, par exemple, il y a eu, lors d'une manifestation, une tentative des agriculteurs qui étaient présents en masse d'encercler la maison d'un des ministres.
Et qu'est-ce qu'a fait la police? Eh bien, la police hollandaise, elle a tiré. Elle a blessé des jeunes qui étaient effectivement mécontents. Vous n'avez sans doute pas entendu parler dans les médias, parce que dans les médias internationaux, ça a été le blackout absolu. Il ne fallait pas montrer ce sentiment de révolte pour ne pas en donner ailleurs l'envie. Et un sentiment de révolte absolument pas récupéré par la gauche ou l'extrême gauche, très, très, très loin de là. Alors, aussi, où nous avons toujours eu raison et les faits nous les montrent, c'est ce que j'expliquais au début de cette intervention, c'est le fait que nous dénonçons depuis longtemps le risque de récupération de nos idées politiques par un système qui peut s'en servir pour se consolider. C'est le principe de la cocotte minute, hein, comme je disais, je crois là tantôt. Quand vous avez une très forte pression, eh bien, vous ouvrez un tout petit peu le la casserole, le couvercle de la casserole, pour que la pression sorte un peu et qu'il n'y ait pas d'explosion. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe avec certaines forces politiques qui sont des forces d'opposition, de prétendue opposition, de gens qui disent oui, nous sommes opposés au système, non pas au système, nous sommes opposés au gouvernement, nous sommes opposés à la politique, mais qui ne veulent pas en changer vraiment. Ils veulent un peu plus de policiers, un peu moins d'immigrés. Mais ça ne suffira pas, évidemment. Bien entendu, ça ne suffira pas. Et ces forces servent juste à ce que, aux élections, les gens pensent pouvoir se défouler, votent pour eux, et ça ne donne rien. Ça ne donne rien, soit parce qu'ils restent dans l'opposition permanente, une opposition qui peut être utile, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller aux élections, mais ça va être une opposition combative et une opposition qui, lorsque le système vous donne des moyens financiers, puisque vous avez des élus, eh bien, il faudrait mettre ces moyens financiers, non pas uniquement au service de la prochaine élection électorale et de la prochaine, mais au service de votre population et au service de votre mouvement pour qu'il se développe, pour mailler la société, pour être présent un peu partout. Eh bien, on ne voit rien. Quand dans mon pays, on me dit, oui, enfin, la nation existe depuis tellement longtemps, et quel est le résultat? Et moi, je réponds, et le Vlaams Belang, qui existe depuis bien, bien plus longtemps, depuis plus de 40 ans, qui a des résultats électoraux très intéressants depuis 1991. Quel est le résultat? Ça a donné quoi? Est-ce que ça a empêché notre société de devenir ce qu'elle est? Est-ce que ça a limité l'immigration? Est-ce que ça a limité l'insécurité? Non. Non, parce que leur seul combat, et encore pendant les heures de bureau, c'est au Parlement. Et puis voilà. Mais effectivement, oui, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de gens qui ont un salaire, beaucoup de gens qui. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Une opposition, elle peut être électorale, elle doit l'être sans doute aussi, mais ça doit être une opposition de combat, pas une opposition de oui, nous serons constructifs. On ne peut pas être constructif avec ce système. Ce système, si on veut que l'Europe survive, ce système, eh bien, il doit disparaître, c'est clair. Alors, ce que je raconte ici, je parlais pour la Belgique, mais ça pourrait être le même un peu partout en Europe. Je ne vais pas être trop long, mais si vous regardez bien, un peu partout en Europe, c'est le même principe. Soit on ignore comment dirais-je, on ignore euh, comment dirais-je, je ne trouve plus tout à fait mes mots. Donc, oui, en Europe, un peu partout, c'est le même principe, c'est-à-dire que soit les forces nationalistes réelles, radicales, soit il y a un blackout médiatique, on ignore, on fait semblant qu'il n'existe pas, ou bien dès qu'ils ont un succès électoral, eh bien, on leur fait avoir des problèmes. Et on fait tout pour que les médias parlent toujours des mêmes, ces partis populistes de droite classique qui ne font que, comme je le dis, servir euh, de diversion pour que les gens croient que là, il y a une opposition qui ne donne rien. Donc, c'est toujours la même chose. Le système en est, tellement sait que quelque part, il est au bout du chemin. Et donc, pour limiter, ralentir ou empêcher de vraies révoltes ou une vraie opposition, eh bien, ils donnent un espace à une droite populiste dont ils savent que comme elle ne remet pas en question le système, eh bien, il n'est pas quelque chose de dangereux. D'ailleurs, on voit tous ces systèmes, tous ces partis populistes qui tout de suite, alors qu'on sait très bien d'où ils viennent au départ et on sait très bien comment ils ont eu leur voix, qui tout de suite reconnaissent le principe de la société multiculturelle, disent qu'ils ne sont absolument pas racistes et surtout que de temps en temps, comme ça vient d'arriver en Flandre, le vice-président de Vlaams Belang fait son coming out LGBT, etc., etc. Tous ces gens-là
pour se soumettre au politiquement correct. Et ça, c'est évidemment le système. Bon, pour lui, ben, c'est une opposition de droite comme de gauche, dans laquelle le système peut vivre, parce qu'il sait très bien que ça ne le remet pas en cause et ce n'est absolument pas un danger. Alors, faut-il, malgré la situation actuelle, justement, c'est ce que j'ai un tout petit peu interpellé tantôt, est-ce que pour ça, on ne va plus jamais aller aux élections? Non, je ne dis pas ça, mais je dis que le combat électoral ne doit être qu'une partie du combat. C'est-à-dire qu'il faut une formation politique et technique aux militants, il faut la donner. Il faut être un mouvement activiste, il faut être un mouvement social et un mouvement qui s'implante dans la société. Ça, il faut l'être. Si les élections peuvent aider à ça, pourquoi pas? Mais est-ce que pour autant les élections doivent être une obsession? Ça, ce n'est pas certain du tout. Alors, de toute manière, il faut bien se rendre compte que nous n'avons plus le temps de jouer. Et les gens qui vous disent, oui, mais vous comprenez, on va un peu changer les choses de l'intérieur dans les 20 ans qui viennent, c'est trop tard. Ou bien maintenant, on arrive si on veut sauver l'Europe européenne, il faut maintenant un changement rapide et radical. Alors, évidemment, nous sommes légaux, mais bien entendu, il nous faut rester radicaux. En plus, nous pensons que pour que le vote serve à quelque chose, eh bien, il faut que les gens qui sont candidats, et peut-être un jour élus, combattent réellement le système politico-financier dans lequel nous existons, dans lequel nous vivons. Pas nous existons, au contraire, ça va nous détruire. Mais donc, c'est bien ce que je dis, pour aller, comment dirais-je, participer aux élections, pourquoi pas, mais il faut que nos candidats soient vraiment des opposants qui combattent le système politico-financier qui est en train de nous diriger et de nous amener vers le chaos et le précipice. La récente révolte européenne contre les mesures sanitaires était un relativement bon signe. Mais aujourd'hui, la catastrophe économique inévitable qui s'annonce, les problèmes de sécurité qui font qu'augmenter partout, et on l'a vu avec cette terrible histoire par rapport à Lola, mais des crimes comme ça, il y en a quand même très régulièrement depuis un certain temps. La guerre qui s'annonce, parce que là, ce qui se passe en Ukraine est quand même très, comment dirais-je, très sensible, et on peut se poser des questions de savoir s'il y a encore quelqu'un qui contrôle quelque chose, et si tout ça ne va pas un jour très mal terminer. Donc, cette guerre qui s'annonce, tout cela, la situation générale de la société, au niveau de la décadence, au niveau de la perte des valeurs, au niveau de ce monde qui est devenu un monde de fous, où tout est à l'envers, eh bien, tout ça sont des facteurs qui démontrent que l'avenir ne peut être influencé que par ceux qui veulent changer le système et pas seulement un tout petit peu l'améliorer. Vous voulez changer le système, vous voulez faire, comme dirait un maréchal bien connu, la révolution nationale, eh bien, vous avez raison. Vous devez continuer ce combat, même si ça paraît difficile, même si on a guerre de moyens, même s'il y a beaucoup d'obstacles et même parfois en interne. Vous avez raison de le faire. Yvan Benedetti est un exemple de continuer ce combat et tous ses militants avec lui le sont également. C'est pour ça que je regrette de ne pas être ici aujourd'hui, mais enfin avec vous aujourd'hui. Mais en tout cas, j'insistais pour vous apporter mon salut, mes amitiés, mon soutien. J'espère avoir l'occasion de vous voir en réel, en vrai, dans très peu de temps. Et en tout cas, je vous souhaite tout le courage dans votre combat, le plus de chances possible et de garder l'espoir. Parce que quelqu'un disait qu'à 5 heures du matin, à 5 heures du matin, c'est le moment de la nuit qui est le plus noir et le plus froid. Et pourtant, dans une heure, c'est l'aube. Alors peut-être que bientôt, c'est l'aube. Et si c'est l'aube, elle sera peut-être dorée. Voilà, merci, au revoir.